Tout le monde pensait qu'il maîtrisait la salle d'audience, jusqu'à ce qu'il jette ce billet. Ce qui s'est passé quelques secondes plus tard a anéanti sa confiance, révélé une vérité cachée et retourné toute la salle contre lui. Vous n'êtes pas préparé à la rapidité avec laquelle le pouvoir peut s'effondrer. Le silence se fait dans la salle d'audience lorsqu'Axton Hale, à peine 17 ans et débordant de cette assurance que seul un héritage peut donner, lance son billet d'avion de première classe au visage du juge Caprio. Le billet claque dans l'air comme un défi, effleurant les lunettes du juge avant de glisser le long de son banc. Axton se penche en arrière sur sa chaise comme si jeter une preuve à un juge assis était un spectacle, les bras croisés avec la nonchalance arrogante de quelqu'un élevé à croire que le monde n'existe que pour son confort. Son père, Victor Hale, est assis à quelques pas de là, vêtu d'un élégant costume anthracite, les jambes croisées, le menton relevé, un léger sourire satisfait aux lèvres. La foule derrière réagit par vagues successives halètements, chuchotements, respirations brusques tandis que les huissiers jettent des regards incertains vers le juge, ne sachant s'ils doivent intervenir ou se préparer à l'impact. Le juge Caprio ne réagit pas immédiatement. Il ferme les yeux, laissant l'instant se dissiper comme la poussière dans les rayons du soleil qui traversent la salle d'audience. Il a présidé des milliers d'audiences, enduré d'innombrables accès de colère, excuses et emportements, mais jamais personne ne l'avait insulté avec un tel mépris. Ses doigts se crispent légèrement sur le bord du banc, il se rattrape avant d'ouvrir les yeux. La lumière caresse son visage, marqué par des années de patience silencieuse, mais à présent, une froideur se dessine derrière son expression. Le bourdonnement discret du système de ventilation du tribunal emplit le silence, comme si la salle elle-même peinait à respirer. Quelques pas derrière Axton se tient Jordan Lyle, petit de taille, les épaules voûtées, la joue encore légèrement marquée par l'incident à l'aéroport qui les a tous conduits ici. Il serre la bretelle de son sac à dos à deux mains, comme pour se raccrocher à quelque chose. Son regard oscille entre Axton et le juge, partagé entre la peur et un espoir fragile. Peut-être, juste peut-être, que ce tribunal sera différent de tous les lieux où des hommes puissants l'ont opprimé en toute impunité. Jordan se souvient d'Axton le bousculant à l'aéroport, le traitant de voleur de place, lui disant qu'un homme comme lui devrait rester à sa place. À présent, il voit ce même garçon se vanter bruyamment auprès de son père que rien ne lui arrivera ici, car, selon lui, son père contrôle la moitié de l'État. Le juge Caprio se frotte l'arête du nez d'un geste lent et las, comme un homme qui réalise que le problème qui se trouve devant lui n'est pas seulement un adolescent irrespectueux, mais tout un système qui a laissé cette arrogance prospérer sans contrôle. Sa respiration est régulière, mais son esprit bouillonne sous son calme apparent. Il voit Victor Hale, avachi dans la galerie, assez sûr de lui pour afficher l'ennui, assez sûr de lui pour croire que l'argent et les dons politiques peuvent corrompre n'importe quelle institution. Le juge a déjà vu des hommes comme lui, mais rarement aussi effrontés. Il sait que la suite des événements aura des répercussions bien au-delà de cette simple audience. Les caméras installées dans la salle continuent d'enregistrer, leurs voyants rouges clignotant sans relâche. Elles captent le moindre mouvement du juge, le tremblement des mains de Jordan et le sourire suffisant de Victor Hale qui se penche en avant. Axton ricane et tape du pied, comme s'il attendait que le juge se dépêche de passer à autre chose, comme si toute cette procédure n'était qu'un désagrément venant perturber son après-midi. Mais derrière ce sourire, le juge Caprio perçoit quelque chose que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. Une pointe de malaise, une mâchoire qui se crispe brièvement, un regard furtif vers les caméras. Axton a beau avoir grandi à l'abri des regards, une vie de privilège ne peut effacer la peur qui naît lorsque la responsabilité réelle plane à portée de main. Le juge se penche en avant et se baisse, ses gestes délibérés et maîtrisés. Ses doigts se referment sur le billet froissé qui gît au sol. Il ne se précipite pas. Il se lève lentement, et l'atmosphère se modifie presque imperceptiblement d'abord, puis indéniablement. C'est le genre de changement qui parcourt une pièce lorsque le pouvoir commence à basculer, lorsque l'équilibre se rompt d'une manière que même les privilégiés peuvent ressentir. Axton se redresse légèrement sur son siège, sans le vouloir. Le sourire narquois de Victor s'estompe juste assez pour laisser entrevoir la possibilité que, pour la première fois depuis des années, le nom Hale n'intimide personne. Le juge Caprio dépose délicatement le billet sur le banc. Le dos droit, le visage impassible, la salle semble se pencher vers lui, comme si chacun sentait qu'une limite invisible a été franchie. Il ne s'agit plus d'un garçon qui fait des siennes. Il ne s'agit plus d'un moment chaotique dans un terminal d'aéroport.
Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus lourd et de bien plus dangereux que ce que quiconque dans cette salle d'audience avait imaginé en ce début de matinée. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque son semble suspendu, retenu dans une tension sourde qui s'étend sur les murs et se répand sur les sièges. Tout le monde le sent. Tout le monde le sait. Un événement grave est sur le point de se produire. Alors que le juge Caprio se prépare à parler, la tension dans la salle d'audience s'intensifie jusqu'à devenir palpable. Jordan reste immobile derrière Axton, mais l'instant le ramène brutalement à ses souvenirs. Cela arrive sans prévenir, un flashback fulgurant de la scène du terminal d'aéroport plus tôt dans la matinée. Il voit le sol en marbre poli, les lumières vives au plafond, la foule pressée qui se déplace dans tous les sens, et lui-même petit, discret, plein d'espoir tenant sa carte d'embarquement à deux mains. Il se souvient d'être entré dans la file VIP parce qu'un agent d'embarquement lui avait dit que c'était possible en raison d'une surréservation. Mais avant même d'avoir fait 2 pas de plus, le bras d'Axton Hale s'abat sur son épaule. Jordan revoit la scène, Axton le poussant si violemment qu'il trébuche contre la rambarde métallique, sa carte d'embarquement arrachée des mains, et l'amusement froid sur le visage d'Axton lorsqu'il le traite de voleur de siège. Le bruit du terminal semble s'être estompé à cet instant, ne laissant résonner que la voix d'Axton qui affirme que des gens comme Jordan n'ont pas le droit de se tenir là où il est. Le souvenir s'assombrit lorsque Jordan se rappelle les agents de sécurité à proximité, 3 d'entre eux, les mains jointes sur leurs gilets, les yeux rivés sur tout sans rien faire. Leur silence rendait l'humiliation encore plus vive, comme s'ils avaient collectivement convenu qu'Axton était intouchable. Un agent avait même détourné le regard délibérément, feignant de consulter un tableau d'affichage des vols, tandis que l'adolescent déchirait en deux la carte d'embarquement de Jordan. Plus tard, Jordan apprendrait la vérité. Victor Hale avait déjà passé un coup de fil avant même qu'il n'atteigne le terminal. Un ordre discret avait été transmis à travers la hiérarchie, enjoignant le personnel de l'aéroport de « gérer » avec discrétion tout incident impliquant son fils. Jordan l'ignorait à ce moment-là. Il ne ressentait que cette angoisse, cette brûlure dans les yeux et la certitude que personne n'interviendrait. Un autre flashback surgit, plus fluide cette fois, comme si Jordan avait déjà vu la scène se dérouler dans son esprit. Victor Hale, lors d'un gala privé, vêtu d'un élégant smoking noir, une coupe de champagne à la main, riant avec de hauts fonctionnaires de la ville. Des lumières dorées illuminent les colonnes de marbre tandis que des serveurs se faufilent entre les smokings et les robes de soirée. Victor trônait au centre d'un groupe d'hommes puissants, se vantant avec une assurance frôlant l'arrogance. Jordan avait surpris des bribes de leur conversation lorsque son oncle Rowan lui avait montré des images divulguées plus tard dans la soirée. Il se souvenait d'avoir entendu la voix de Victor déclarer que son fils pouvait enfreindre n'importe quelle loi et s'en tirer sans problème, car un Hale n'était jamais soumis aux mêmes exigences que les autres. Des fonctionnaires avaient ri avec lui non pas d'un rire gêné, mais de ce rire complice qui naît des secrets partagés et des alliances de longue date. Le visionnage de ces images avait donné la chair de poule à Jordan, car cela expliquait chaque instant de silence, chaque passant qui avait détourné le regard pendant qu'Axton le bousculait et l'insultait. Cela expliquait pourquoi même le sergent Rowan, un officier décoré, était arrivé trop tard pour empêcher l'humiliation et s'était heurté à l'obstruction des responsables de l'aéroport qui affirmaient que la situation était déjà réglée. De retour dans la salle d'audience, le souffle de Jordan tremble légèrement tandis que le souvenir s'estompe. Il observe Victor Hale, le même homme qu'au gala, se lever lentement. Victor ajuste ses manchettes, redresse sa cravate et relève le menton avec l'assurance de celui qui intimide juge, officier et fonctionnaire depuis des années. Son regard est d'une acuité calculatrice, comme s'il s'apprêtait à parler, non pas d'une voix forte ou avec colère, mais avec la froide confiance que lui confèrent l'argent, l'influence et la peur. Il fixe le juge Caprio comme s'il s'attendait à ce que celui-ci baisse les yeux. C'est le rythme auquel Victor est habitué. Faire monter la pression, repousser les limites, laisser le silence opérer. Il est persuadé que rien dans cette salle ne peut l'ébranler. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est différente. Même Jordan le sent. L'énergie a changé depuis qu'Axton a jeté le PV. Le juge Caprio ne se laisse pas intimider par le regard de Victor. Au contraire, avec une lenteur maîtrisée qui capte davantage l'attention qu'une explosion de colère, il retire ses lunettes. Le geste est simple, mais sa signification se propage dans la salle d'audience comme un courant. Il pose délicatement les lunettes sur le banc, puis lève les yeux vers Axton. Son regard est dénué de colère,
seulement d'une clarté inébranlable qui fait vaciller l'arrogance d'Axton. Pour la première fois depuis le début de l'audience, la confiance de l'adolescent vacille et son sourire narquois se crispe, comme s'il hésitait à persister ou à disparaître. Le juge Caprio se tourne ensuite vers Victor. Le silence s'étire, lourd et suffocant. Victor se redresse encore, s'attendant à dominer l'instant. Mais le juge ne cède pas. Sa voix s'élève, basse, posée et sans équivoque, lorsqu'il leur annonce que cette fois, ils sont allés trop loin. Les mots résonnent dans la salle avec la force d'un marteau, non pas criés, mais précis et cinglants. Un frisson parcourt l'assemblée. Les gens se redressent sur leurs sièges. Même les caméras semblent se stabiliser. L'expression de Victor se fige, son sourire narquois s'efface en un instant. La mâchoire d'Axton se décroche légèrement avant qu'il ne la referme brusquement, tentant de s'accrocher au peu de contrôle qui lui reste. Jordan sent son cœur se soulever pour la première fois depuis le début de l'incident. Il ignore les intentions du juge, mais il sent que quelque chose est en train de changer. Toute la salle d'audience retient son souffle, comme si l'on attendait le prochain moment décisif. L'écran s'estompe un instant, laissant une question résonner dans l'esprit du spectateur. Que va-t-il se passer ensuite? Le sourire narquois d'Axton disparaît presque instantanément lorsque le juge Caprio lève la main et tourne son regard vers les portes de la salle d'audience. Le changement est subtil, à peine plus qu'un mouvement de menton, mais sa signification se propage dans la salle comme une chute de température. Les gens se tournent sur leurs sièges lorsque les portes s'ouvrent dans un léger clic mécanique. L'homme qui entre s'avance d'un pas assuré, silencieux mais autoritaire. Adrian Monroe, commissaire fédéral à l'éthique, connu pour démanteler la corruption sans peur ni hésitation, traverse la salle d'audience, un dossier scellé fermement serré dans sa main. Sa présence est comme un projecteur qui perce le brouillard. Intense, indéniable, impossible à ignorer. Les épaules d'Axton se raidissent. Le regard de Victor et elle se plisse, une lueur de reconnaissance se muant en une intensité plus sombre tandis qu'il se redresse légèrement avant de s'efforcer de paraître impassible. Il sait que Monroe est incorruptible. Des années auparavant, il avait tenté de le faire, et le rejet l'avait profondément humilié. Voir Monroe ici, à présent, lui donne l'impression de voir un fantôme revenir avec des comptes inachevés. Des objectifs de caméra pivotent de tous les côtés de la salle d'audience, leurs petits voyants rouges clignotant comme des yeux vigilants capturant chaque seconde. Monroe s'approche du banc, chaque pas résonnant doucement sur le sol ciré, et tend le dossier scellé au juge Caprio. Le juge l'accepte avec un calme mesuré, mais une flamme s'allume dans ses yeux, une flamme qui n'y était pas quelques instants auparavant. Tandis qu'il pose le dossier devant lui, la mâchoire de Victor se crispe. Ses doigts s'agrippent si fort à l'accoudoir de sa chaise que le cuir grince. Il sait précisément ce que renferme ce dossier. Une enquête interne sur le détournement de fonds publics de l'aviation par Hale Aerodyn, détournée via des sociétés écrans et dissimulée dans des budgets classifiés. Il a passé des mois à tisser des stratagèmes de protection, à user de son influence, à effacer les traces et à faire taire quiconque s'approchait de trop près. Voir Monroe tenir les preuves à présent, c'est comme assister à la première fissure qui apparaît dans un barrage qu'il croyait indestructible. Le juge Caprio prend la parole d'une voix grave et profonde, expliquant que l'altercation à l'aéroport a été filmée non seulement par le système de sécurité principal, mais aussi par une caméra de surveillance secondaire que l'équipe de Hale avait négligée. Un éclair de confusion, mêlé d'effroi, traverse le visage d'Axton lorsqu'il jette un coup d'œil à son père. Il s'était vanté plus tôt que Hale contrôlait chaque recoin du terminal, que chaque caméra était surveillée par des personnes dont la loyauté avait été achetée. Mais le juge Caprio révèle que la caméra secondaire provenait d'un système de secours installé des années auparavant et oublié de la plupart des responsables. Les images, nettes et horodatées, montrent Axton bousculant Jordan, déchirant sa carte d'embarquement et se moquant de lui. On y voit également Victor serrer son téléphone quelques instants avant que les agents de sécurité n'abandonnent leur poste. Un murmure parcourt la salle d'audience tandis que les personnes présentes se penchent, incapables de détourner le regard. Puis Monroe ouvre le dossier. Le bruit du fermoir qui s'ouvre semble plus fort qu'il ne devrait l'être, attirant tous les regards. Il étale des documents sur le plateau des pièces à conviction. Des courriels imprimés sur papier à en-tête de Hale Aerodyn, des virements financiers transitant par des comptes occultes et des directives internes enjoignant le personnel à étouffer les plaintes concernant le comportement d'Axton. Monroe lit des extraits à voix haute d'un ton calme et posé.
comment plusieurs lanceurs d'alerte ont été rétrogradés après avoir signalé des malversations, comment les responsables de l'aéroport ont subi des pressions pour falsifier les rapports d'incidents, comment Victor a autorisé des paiements déguisés en frais d'amélioration de l'aéroport pour dissimuler des pots de vin. Chaque révélation est un coup de massue. La confiance d'Axton s'effrite à chaque phrase, son arrogance initiale s'évanouissant. Son visage se décompose tandis qu'il voit l'empire de son père se défaire sous ses yeux. Victor tente de parler, mais le juge Caprio le fait taire d'un simple geste de la main. L'autorité de ce geste est plus éloquente que n'importe quel mot. Axton déglutit difficilement, essayant de s'expliquer, mais sa voix tremble et se brise avant même que sa première phrase ne soit complètement formée. Ses mains tremblent légèrement sur les accoudoirs, et il scrute la salle d'audience comme s'il cherchait quelqu'un n'importe qui pour lui rendre le pouvoir qu'il a toujours cru posséder. Mais cette fois, il n'y a pas de secours. Il croise le regard de son père, et pour la première fois, il y lit de la peur. Non pas la peur du châtiment, mais la peur d'être démasqué. La façade impénétrable se fissure peu à peu. Le juge Caprio se penche en avant, les projecteurs traçant des lignes acérées sur son visage. Sa voix est calme, mais chaque syllabe est lourde de sens lorsqu'il déclare que cette affaire ne se résume plus à une simple contravention ou à un moment d'arrogance. Il s'agit d'un schéma, d'une longue série de corruptions, d'intimidation et de manipulation remontant à des années, et qui s'effondre désormais sous son propre poids. La salle semble se rétrécir, comme si la vérité elle-même pressait les murs, exigeant d'être reconnue. Victor serre le dossier de la chaise devant lui, les jointures blanchies, réalisant qu'il ne peut plus maîtriser le cours des événements. Axton baisse les yeux, son monde se rétrécissant jusqu'à devenir méconnaissable. Toute sa vie, chaque erreur avait été effacée, chaque faute atténuée par son entourage. Mais là, maintenant, devant toute la salle d'audience et les caméras qui retransmettent la scène dans toute la ville, il est mis à nu. Le nom de Hale ne le protège plus. Au contraire, il pèse lourd sur ses épaules, l'entraînant vers le bas à chaque révélation de Monroe. Le juge Caprio laisse planer un long silence avant de prononcer la phrase qui scelle définitivement le renversement de situation. Sa voix est ferme, inflexible et absolue lorsqu'il annonce à Victor qu'il n'a plus le contrôle. Les mots résonnent dans l'air, lourds et irréversibles, laissant la salle d'audience sans voix. Les spectateurs se penchent, attendant le coup de grâce. Victor Hale se tient devant le banc, dénué de toute l'assurance qui le caractérisait autrefois. Son costume de prix semble soudain trop lourd pour lui, comme si le poids de chaque décision prise en secret pesait sur ses épaules. Ses épaules s'affaissent, n'affichant plus la confiance d'un homme habitué à manipuler le système à son avantage. Le silence règne dans la salle d'audience, hormis le léger bourdonnement des caméras et le bruit des agents fédéraux qui entrent. Leurs uniformes et leurs mouvements assurés contrastent fortement avec le calme déclinant de Victor. Adrian Monroe se tient à leur côté, lisant la liste des chefs d'accusation d'un ton calme et mesuré, plus percutant que n'importe quelle voix. Obstruction, intimidation, falsificación de pruebas. Violation du droit aérien fédéral. Les mots résonnent contre les murs comme des pierres tombant sur une eau calme, créant des ondulations qui se propagent dans la foule. Victor tente de garder son sang-froid, mais ses mains tremblent et son visage se décompose. Toute sa façade d'invincibilité s'est effondrée, ne laissant apparaître que la vérité. De l'autre côté de la salle d'audience, Axton reste figé, son arrogance passée écrasée par le poids de ce dont il est témoin. Ses mains tremblent tellement qu'il les joint pour les immobiliser. Il a grandi en croyant que son père pouvait le protéger de toute conséquence, en pensant que les règles n'étaient que des suggestions pour les autres. Mais à présent, il voit les agents fédéraux s'avancer vers Victor, menottes à la main, le visage fermé et inflexible. La gorge d'Axton se serre lorsqu'il réalise que l'homme qu'il a protégé de toutes ses erreurs est impuissant. L'empire qu'il croyait inébranlable s'écroule sous ses yeux. Les souvenirs affluent en lui des moments où il se moquait des autres, repoussait les limites, riait des règles, mais à présent, il les perçoit différemment. Il voit Victor le regarder, non pas avec autorité, mais avec une peur désespérée et vide. C'est la première fois qu'Axton voit son père aussi vulnérable. Le juge Caprio se tourne de Victor vers Jordan Lyle, qui se tient silencieusement près du box des jurés. Le garçon baisse les yeux, incertain de la façon dont il se comporte maintenant que tous les regards de la salle d'audience sont tournés vers lui. Son sac à dos est toujours sur son épaule, un rappel de la matinée qui a tout déclenché.
Le juge parle doucement, reconnaissant le courage dont Jordan a fait preuve pour rester là après toutes les tentatives pour le faire taire. Les mots tombent doucement, mais ils résonnent dans toute la salle, honorant une force qui ne vient ni de la richesse ni de l'influence, mais de la résilience. Les yeux de Jordan se lèvent lentement, et pour la première fois de la journée, il se sent vu non pas comme une victime, non pas comme quelqu'un qui est dépassé par les privilèges, mais comme un jeune homme qui a tenu bon face à l'impossible. L'attention du juge se porte sur Axton. Le regard de l'adolescent se baisse aussitôt, incapable de soutenir le regard fixe et impassible du juge. Le juge Caprio explique sa décision. Axton devra suivre un programme de réhabilitation et de responsabilisation obligatoire, conçu non pour punir, mais pour changer. Ce programme inclut des travaux d'intérêt général à l'aéroport même où il a humilié Jordan, une obligation qui provoque quelques murmures dans la salle. C'est un choix délibéré, une leçon ancrée dans la réalité plutôt que dans la paperasserie. Axton doit se confronter au lieu où il a abusé de son privilège, non pas en tant que supérieur, mais en tant que personne tenue de réparer ses torts. Cette mesure n'a pas pour but de le briser, mais de le transformer en quelqu'un capable de comprendre l'impact profond de ses actes sur autrui. Alors que les policiers s'approchent enfin de Victor et lui passent les menottes, l'émotion est palpable dans la salle. Des halètements, des sanglots étouffés et des murmures de soulagement se mêlent en un tableau sonore brut, celui de la justice qui se déploie. Les caméramens se penchent, capturant chaque détail de l'instant. Le froid de l'acier contre les poignets de Victor, la défaite qui se lit sur son visage, la stupéfaction et l'incrédulité sur les visages des spectateurs. C'est le moment que beaucoup pensaient ne jamais voir arriver, le moment où le pouvoir s'incline devant la responsabilité. Jordan observe en silence, les mains toujours crispées sur la bretelle de son sac à dos, incapable de réaliser pleinement qu'un milliardaire est emmené de la même manière que tant d'autres personnes ordinaires. Axton regarde lui aussi, les larmes aux yeux. L'image de son père marchant vers la porte du tribunal, impuissant et escorté, brise en lui quelque chose qu'il croyait indestructible. Lorsque les policiers atteignent la porte, Axton trouve enfin le courage de se lever. Sa voix est douce, à peine audible, mais sincère lorsqu'il se tourne vers Jordan. Il murmure des excuses, non par peur, ni par autorité judiciaire, mais sous le coup de la vérité qui a enfin percé la carapace qu'il portait depuis trop longtemps. Jordan le regarde, abasourdi, sans savoir quoi répondre. Mais il hoche la tête une fois, juste assez pour accuser réception de l'instant sans effacer ce qui s'est passé. Axton baisse de nouveau la tête, acceptant le silence qui suit ses paroles. Le juge Caprio clôt l'affaire par une déclaration finale, sa voix résonnant dans la salle d'audience avec une gravité solennelle. Le pouvoir est vain s'il détruit des vies. Ces mots imprègnent chaque recoin de la pièce, lourds de sens, destinés à résonner bien au-delà de ces murs. Les caméras captent ces dernières paroles, en faisant la leçon qui sous-tend toute l'histoire. Tandis que la salle d'audience commence à se vider, la voix du narrateur s'élève, invitant les spectateurs à tirer un enseignement de ce qu'ils ont vu. Si vous croyez que la justice a encore un sens dans ce monde, aimez, commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires aussi marquantes.